Pour des décennies, on nous a dit que Tchernobyl était une terre désolée, une ruine figée où la radiation a détruit tout, où la forêt rouge et sa morte du jour au lendemain et où la vie ne devait jamais revenir. Les scientifiques croyaient que rien ne pouvait survivre là-bas. Mais lorsque des chercheurs ont placé des caméras cachées au fond de la zone d'exclusion, les images ont révélé quelque chose que personne n'attendait. Les animaux revenaient, les prédateurs prospéraient. Et chez certaines espèces, les scientifiques ont même découvert des signes d'adaptation génétique rapide. Ce n'était plus une histoire de silence, c'était une histoire de survie qui semblait défier la science elle-même. Pour comprendre comment cela s'est produit, nous devons revenir à la nuit de l'explosion. La nuit de l'explosion. Tout a commencé tard dans la nuit au réacteur 4 de Tchernobyl. Le 26 avril 1986, un test de sécurité était en cours à l'intérieur de la centrale nucléaire. Les systèmes de contrôle ont échoué. La chaleur a continué à monter à l'intérieur du réacteur. La pression a augmenté plus vite que quiconque ne s'y attendait. Puis, une explosion soudaine a déchiré le bâtiment. Le toit s'est effondré. Une lueur brillante a rempli le ciel. Les travailleurs ont entendu une profonde onde de choc se déplacer à travers le sol. La plupart d'entre eux ne comprenaient pas ce qui s'était passé, mais à ce moment-là, la radiation avait déjà commencé à se répandre dans l'air. Au-dessus de la ville de Pripyat, un nuage invisible dérivait silencieusement. Les familles se sont réveillées à une étrange lumière près de l'horizon. Certains pensaient que ce n'était qu'un feu à la centrale. Des voisins se tenaient sur leur balcon pour regarder la fumée. Aucun avertissement n'a été donné. Beaucoup de gens sont retournés dormir. Les enfants se préparaient pour l'école comme d'habitude. Le danger était déjà tout autour d'eux, mais personne ne pouvait le voir. Au matin, les gens ont commencé à se sentir mal. Leur peau brûlait. Leur tête était lourde. Certains avaient un goût métallique dans la bouche. Les pompiers sont arrivés à la centrale avec presque aucun équipement de protection. Ils sont montés sur le toit et ont marché sur du graphite brûlant sans réaliser qu'il était radioactif. Ils ont travaillé à travers la chaleur, la fumée et la confusion essayant d'éteindre les flammes. Beaucoup d'entre eux ont payé ce courage de leur vie. Bientôt des bus ont rempli les rues de Pripyat. Les autorités ont annoncé que les résidents devaient quitter temporairement. Prenez vos documents. Apportez seulement quelques affaires. Vous reviendrez bientôt. Ainsi, les gens ont quitté leur maison telles qu'elles étaient. Les jouets sont restés sur les lits. Les assiettes sont restées sur les tables. Les livres sont restés ouverts sur les bureaux d'école. La plupart croyaient qu'ils seraient de retour dans quelques jours. Ils ne sont jamais revenus. La ville est devenue silencieuse. Les fenêtres se sont fissurées. La peinture s'est écaillée des murs. La grande roue est restée immobile dans le parc désert. Près de la centrale, les pins ont changé de couleur presque du jour au lendemain. Les aiguilles sont devenues rouges. Les oiseaux ont disparu. La forêt a reçu un nouveau nom, la forêt rouge, l'une des zones les plus contaminées de la planète. Tchernobyl est devenu plus qu'un site de désastre. C'était un moment figé dans l'histoire où la vie s'est arrêtée soudainement et le monde a été contraint de faire face au coût d'une erreur. L'explosion avait secoué la surface de la centrale, mais une menace plus grande se formait encore profondément sous le réacteur. Et le seul moyen de l'arrêter était d'envoyer un petit groupe d'hommes dans une chambre sombre et inondée où presque personne d'autre n'était prêt à aller. La mission sous le réacteur. Ces hommes qui ont été envoyés dans la chambre sombre et inondée ont fait un pas en avant parce qu'ils comprenaient que ce qui attendait sous le réacteur était encore plus dangereux que ce qui s'était déjà passé au-dessus. Sous la structure endommagée, une grande piscine d'eau s'était accumulée. C'était une partie du système de sécurité de la centrale. Au-dessus de cette piscine, le combustible nucléaire fondu se déplaçait lentement vers le bas à travers le béton cassé. Si ce matériau fondu entrait en contact avec l'eau, cela pourrait déclencher une énorme explosion de vapeur capable de détruire le reste de la centrale et de répandre la radiation dans de nombreux pays. Le seul moyen d'éliminer ce risque était de vider la piscine. Mais les vannes qui contrôlaient l'eau étaient profondément à l'intérieur de l'espace inondé. Les machines ne pouvaient pas y accéder. Les outils à distance ne fonctionnaient pas là-bas. Le travail devait être fait à la main. 3 travailleurs ont accepté d'y aller. Leurs noms étaient Alexei Ananenko, Valérie Bespalov et Boris Baranov. Ils connaissaient le danger. Ils comprenaient le niveau de radiation dans cette zone. Pourtant, ils ont choisi d'entrer parce qu'ils croyaient que leurs actions pouvaient prévenir un désastre bien plus important. Ils ont revêtu des combinaisons de protection. Ils ont porté de petites lampes de poche pour les aider à voir à travers l'eau sombre. En entrant, l'eau leur montait jusqu'à la poitrine. L'espace était étroit.
Le sol était inégal, des morceaux de métal cassés flottaient autour d'eux. Le bruit de l'eau résonnait à travers les tuyaux les guidant. Ils avançaient lentement. Ils suivaient le schéma de la centrale qu'ils connaissaient par leur travail. Ils ont cherché le long du système de tuyauterie jusqu'à atteindre la ligne de vanne. Lorsqu'ils ont trouvé la vanne correcte, ils ont utilisé leurs outils pour l'ouvrir. L'eau a commencé à s'écouler. Avec la piscine vidée, le risque d'une seconde explosion a chuté brusquement. Leur mission a aidé à prévenir d'autres dommages et a probablement sauvé des millions de vies à travers l'Europe. Pendant de nombreuses années, les gens ont cru que ces hommes étaient morts peu après la mission. Leur histoire a été racontée comme s'ils s'étaient sacrifiés et n'étaient jamais revenus. Des archives ultérieures ont montré que 2 d'entre eux, Ananenko et Bespalov, ont vécu pendant des décennies. Baranov est décédé en 2005 de causes qui n'étaient pas directement liées à la radiation. Cette information a aidé les chercheurs à mieux comprendre ce qui s'était réellement passé à l'intérieur de la centrale durant ces premiers jours. Leur travail n'a pas mis fin à la crise, mais il a changé le résultat. Cela a acheté du temps. Cela a ralenti le danger. Cela a permis au prochain groupe de travailleurs de continuer à stabiliser le site. La radiation couvrait encore la zone. Des débris couvraient les toits et les sols. Des fragments de graphite et de métal étaient éparpillés à travers la centrale. Le réacteur endommagé devait être scellé et la zone environnante avait besoin d'un nettoyage à grande échelle. Et bientôt des milliers d'autres personnes arriveraient. Des soldats, des ingénieurs, des mineurs, des médecins et des civils. Tous seraient confrontés aux dangers qui restaient. Reconstruire la zone. Ceux qui sont arrivés après les premières missions d'urgence sont venus en grands groupes envoyés parce que le travail sur le site était loin d'être terminé et le danger devait encore être contrôlé avec soin. Ils étaient plus tard connus sous le nom de liquidateurs de Tchernobyl. Beaucoup d'entre eux étaient des soldats, des ingénieurs, des travailleurs de la centrale, des mineurs, des conducteurs, des médecins et des pompiers. La plupart avaient des emplois réguliers et des vies quotidiennes avant cela, mais ils ont été appelés parce que le nettoyage nécessitait de nombreuses mains et de nombreuses compétences. Leur travail n'était plus une question de sauvetage, c'était une question de contrôle d'ordre et de sécurité. Les terrains de la centrale étaient couverts de pièces endommagées et de matériaux contaminés, et des équipes étaient affectées à des tâches particulières afin que chaque zone puisse être rendue sûre étape par étape. Certains travailleurs manipulaient des équipements, d'autres mesuraient la radiation. Certains déchets étaient transportés vers des zones de stockage spéciales. Chaque tâche était petite en soi, mais ensemble, elles aidaient à stabiliser la zone. Les machines ne pouvaient pas nettoyer de nombreuses zones, donc les gens devaient faire le travail eux-mêmes. Ils suivaient des limites de temps strictes et de courtes équipes de travail pour réduire l'exposition. Chaque travailleur se voyait dire combien de temps marcher, où se tenir et quand partir. Les instructions étaient directes, car des erreurs dans ces zones pouvaient causer de graves dommages. Même avec ces limites, le travail était épuisant, et de nombreux travailleurs ont ensuite dit que le site semblait calme pendant qu'ils travaillaient. Des équipes ont également construit de nouvelles structures autour des sections endommagées de la centrale. De grands blocs des cadres métalliques et des murs en béton ont été placés pour couvrir et protéger les zones dangereuses. Cela a aidé à réduire la quantité de radiation qui s'échappait dans l'air. Cela a également aidé à protéger les travailleurs qui devaient encore se déplacer sur le site lors des étapes ultérieures du nettoyage. L'objectif n'était pas d'effacer les dommages, mais de les contenir afin qu'ils puissent être surveillés et gérés. Dans d'autres parties de la zone, les routes étaient dégagées. L'équipement était déplacé et des véhicules étaient utilisés pour transporter des matériaux loin des endroits les plus dangereux. Des médecins et du personnel de surveillance vérifiaient les cavités et les travailleurs après chaque équipe. Des dossiers étaient tenus pour permettre des études futures sur les effets sur la santé. Au fil du temps, plus de groupes se sont relayés, tandis que d'autres rentraient chez eux une fois leur mission terminée. Au cours des mois qui ont suivi, des centaines de milliers de personnes ont participé à cet effort. Leur travail n'a pas rendu la zone sûre à vivre à nouveau, mais il a réduit l'impact à long terme sur les régions environnantes et aidé à protéger les pays voisins d'un plus grand danger. Des études ultérieures ont confirmé que leurs actions avaient réduit l'exposition aux radiations dans une grande partie de l'Europe et avaient modifié l'ampleur du désastre. Lorsque le travail de nettoyage majeur a ralenti, la zone est redevenue silencieuse. Les maisons sont restées vides. Les rues sont restées calmes. Les bâtiments se tenaient sans personne à l'intérieur. La terre était coupée de la vie ordinaire et l'activité humaine a presque disparu de la région.
Et dans ce silence, quelque chose d'autre a lentement commencé à revenir, non pas par la planification ou des ordres, mais par la nature elle-même. Les caméras dans la forêt. Ces grands animaux qui avaient commencé à se déplacer à travers les forêts silencieuses ont éveillé la curiosité des scientifiques, car les gens ne vivaient plus dans la zone d'exclusion et personne ne savait vraiment comment la faune utilisait la Terre après tant d'années sans activité humaine. La zone était vaste et difficile à étudier en personne, donc les chercheurs ont cherché un moyen de l'observer sans déranger les animaux ou entrer dans des zones dangereuses. Pour ce faire, ils ont installé des caméras à déclenchement automatique dans différentes parties de la zone. Certaines caméras ont été placées dans des zones avec des niveaux de radiation plus élevés et d'autres dans des zones avec des niveaux de radiation plus faibles. Le but était simple. Ils voulaient voir quels animaux étaient présents, à quelle fréquence ils apparaissaient et comment ils se déplaçaient à travers la Terre. Au début, de nombreux enregistrements ne montraient que des champs vides des bâtiments en ruine et des arbres se déplaçant dans le vent. Les jours passaient avec peu d'activité, mais de nouvelles images ont commencé à apparaître lentement. Un cerf marchait à travers la neige. Un renard traversait une route près d'une maison abandonnée. Un sanglier cherchait de la nourriture près de branches tombées. Ces petits enregistrements montraient que les animaux ne passaient pas seulement par la zone, ils y vivaient. Au fil du temps, les caméras ont capturé de nombreuses espèces. Il y avait des cerfs, des élans, des sangliers, des renards, des loups et plusieurs types d'oiseaux. Certaines espèces n'avaient pas été vues dans cette région depuis de nombreuses années avant le désastre. D'autres apparaissaient en plus grand nombre que prévu. Les enregistrements ont aidé les scientifiques à comparer où chaque animal préférait passer du temps, que ce soit près de villes vides, de champs ouverts ou de zones forestières plus profondes. Les images montraient également des animaux dans des endroits où les niveaux de radiation étaient encore plus élevés. Cela ne signifiait pas que l'environnement était sûr ou que les animaux n'étaient pas affectés, mais cela montrait que la faune s'adaptait à l'espace à sa manière. Avec moins de routes, moins de bâtiments et aucune chasse, la Terre avait changé et les animaux avaient lentement rempli les espaces ouverts laissés derrière. Les images des caméras ont fourni aux chercheurs des informations précieuses sur le comportement des écosystèmes lorsque les gens quittent une région pendant de nombreuses années. Cela les a aidés à étudier comment les populations animales réagissent lorsque le bruit humain, l'agriculture, le trafic et la construction disparaissent encore. La zone d'exclusion c'est devenu un cas d'étude inhabituel parce que c'était un environnement endommagé, exempt d'influences humaines quotidiennes. Voici une question simple à réfléchir. Lorsque la nature s'étend dans un endroit où les gens ne peuvent plus vivre, ne revient-elle qu'à ce qui existait auparavant ou crée-t-elle quelque chose de nouveau dans cet environnement ? Alors que les scientifiques continuaient à étudier les enregistrements, ils ont commencé à remarquer des motifs importants parmi certains animaux, en particulier les loups qui se déplaçaient comme maintenant à travers de larges parties de la zone d'exclusion et y vivaient année après année. Les animaux de retour. Les loups que les scientifiques avaient observés à travers les caméras étaient vitaux, car ils ne se déplaçaient pas seulement à travers la zone d'exclusion, mais y vivaient aussi depuis de nombreuses années, montrant qu'ils pouvaient former des groupes stables dans un endroit où les gens ne vivaient plus. Les enregistrements montraient des loups adultes voyageant en meute des jeunes louveteaux suivant des animaux plus âgés et des traces s'étalant sur la neige, les champs et les chemins forestiers. Les chercheurs ont comparé ces loups avec les populations de loups à l'extérieur de la zone d'exclusion. Ils ont remarqué que le nombre de loups à l'intérieur de la zone était plus élevé que prévu, même dans des zones où les niveaux de radiation restaient dans le sol et les plantes. Une raison était qu'il n'y avait pas de chasse, pas d'agriculture et très peu de perturbations humaines, ce qui donnait aux loups plus d'espace, plus de territoire et plus de temps pour élever leurs jeunes. Les animaux proies, comme les cerfs et les sangliers, étaient également courants dans la région, donc il y avait suffisamment de nourriture pour soutenir leurs jeunes. Les caméras ont également montré de nombreux autres animaux utilisant la terre. Il y avait des renards près des bâtiments, des élans, dans des champs ouverts, des sangliers dans des sols boueux et des oiseaux nichant dans des zones tranquilles. Ces enregistrements ont aidé les scientifiques à voir que la faune ne revenait pas en petit nombre. Au contraire, de nombreuses espèces vivaient à nouveau ensemble dans le même espace, formant un écosystème entièrement fonctionnel. Les chercheurs ont expliqué que cela ne signifiait pas que la zone d'exclusion était sûre ou sans risque. La radiation était toujours présente dans certaines parties de l'environnement, et toutes les espèces n'étaient pas affectées de la même manière.
Certains animaux évitaient certaines zones tandis que d'autres y restaient. Même avec ces limites, les enregistrements à long terme ont montré une activité animale constante et une reproduction répétée pendant de nombreuses années. Cela a conduit les scientifiques à réfléchir à une idée plus large. Lorsque l'activité humaine disparaît d'un paysage, la nature ne revient pas simplement à ce qu'elle était auparavant, mais commence à façonner la Terre à sa manière à travers le mouvement, l'alimentation, le nidification et la croissance de la population. La zone d'exclusion est devenue lentement un exemple rare de la façon dont la faune se comporte lorsque les gens quittent une région presque entièrement. Alors que les chercheurs continuaient à étudier les loups qui y vivaient, ils ont commencé à se pencher non seulement sur leur comportement, mais aussi sur leur biologie pour voir si la vie à long terme dans cet environnement changeait leur corps de manière perceptible. Les changements d'ADN. À propos des mêmes loups qui vivaient dans la zone d'exclusion depuis de nombreuses générations, les scientifiques souhaitaient aller au-delà du comportement et du mouvement et étudier ce qui se passait à l'intérieur de leur corps. Ces animaux étaient nés élevés et avaient vieilli dans un endroit où la radiation demeurait dans le sol et les plantes. Les chercheurs ont donc collecté des échantillons de sang et de tissus pour les comparer à ceux de loups provenant de régions bien éloignées de la zone. Lorsque les échantillons ont été examinés, les scientifiques ont remarqué des différences dans l'ADN des loups de Tchernobyl. Certaines de ces différences étaient liées au système immunitaire qui protège le corps contre les maladies et les dommages cellulaires. Les loups de la zone montraient récemment des schémas génétiques suggérant que leur corps réagissait de manière unique au stress environnemental. Cela ne signifiait pas qu'ils étaient parfaitement sains ou exempts de risques. Cela montrait simplement que leur corps s'ajustait au fil du temps. Les chercheurs ont décrit ces découvertes comme des signes d'adaptation. Les loups ne devenaient pas plus forts dans l'ensemble ni résistants à la radiation, mais leur ADN montrait des traits parfois observés chez des animaux vivant dans des habitats difficiles ou stressants. Des études sur d'autres espèces, y compris les oiseaux et les petits mammifères, ont également trouvé des différences génétiques dans certaines populations, bien que les effets varient selon les groupes. Certains changements semblaient bénéfiques. D'autres ne montraient pas de bénéfices clairs. Quelques-uns pourraient causer des problèmes d'aller à long terme. L'impact dépendait de l'endroit où les animaux vivaient, du niveau de radiation à cet endroit et du nombre de générations qui y avaient été exposées. Cela a montré que la vie dans la zone d'exclusion était complexe et que le chemin vers la récupération n'était ni simple ni uniforme. La recherche a aidé les scientifiques à comprendre comment la faune peut s'adapter lorsque l'activité humaine est supprimée, même lorsque la pression environnementale persiste. La zone est devenue un laboratoire en plein air inhabituel où les changements à long terme chez les animaux pouvaient être observés sans interférence humaine directe. Même avec ces découvertes, les scientifiques continuent d'avertir que la radiation dans certaines zones reste dangereuse et nécessite une surveillance continue, en particulier pour les personnes. Pourtant, parallèlement à ces risques, la région contient maintenant des forêts actives, des rivières et des communautés animales qui fonctionnent à leur manière, créant un paysage où les dommages et le renouvellement coexistent et continuent de façonner l'avenir de la zone. Le danger en dessous. Bien que la région ait maintenant des forêts et une vie animale active, la même terre abrite toujours des risques liés à l'accident, c'est pourquoi les scientifiques continuent de l'étudier attentivement aujourd'hui. Même si la faune vit dans une grande partie de la zone d'exclusion, certaines parties du sol, des arbres et des matériaux du sol contiennent encore de la radiation qui s'est accumulée au fil des années. Les chercheurs utilisent des cartes des capteurs et des études de terrain pour mesurer ces zones. Leurs données montrent que des emplacements spécifiques près de la centrale endommagée et de la forêt rouge ont des niveaux de radiation plus élevés que les terres environnantes. Dans certains de ces endroits, une courte visite peut exposer une personne à plus de radiation qu'elle ne recevrait normalement. En une année, c'est pourquoi l'entrée est limitée, et des mesures de protection sont souvent mises en place. Certaines contaminations proviennent de morceaux de combustible de graphite et d'autres matériaux radioactifs qui se sont déposés dans le sol après l'explosion et les travaux de nettoyage. Au fil du temps, la pluie, le vent et le mouvement du sol peuvent déplacer ces particules créant de nouveaux points concentrés. En conséquence, les niveaux de radiation dans la zone ne restent pas constants dans toutes les zones, et la surveillance est toujours nécessaire. Certains éléments dans le sol se décomposent très lentement et peuvent rester pendant des décennies ou plus. C'est pourquoi les experts affirment que la zone d'exclusion continuera d'exiger une observation à long terme, un accès restreint et une utilisation prudente des terres, même si la faune s'est adaptée à y vivre. Tchernobyl est donc un lieu de contraste.
C'est un environnement endommagé qui porte toujours un danger, mais c'est aussi un écosystème fonctionnel où les animaux, les plantes et les forêts continuent de croître sans établissement humain. Le site montre comment la vie peut changer lorsque les gens quittent un paysage tout en nous rappelant combien les effets d'un seul désastre peuvent durer. Et à mesure que les scientifiques continuent d'étudier cette région au fil du temps, les questions qu'elle soulève sur la nature, la récupération et la responsabilité restent essentielles pour l'avenir. Même après des décennies, Tchernobyl demeure un lieu d'avertissement et de résilience où la nature s'adapte, tandis que le danger existe encore sous la surface. Son histoire nous rappelle le pouvoir de nos actions dans le monde dans lequel nous vivons. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Assurez-vous de lui donner un pouce en l'air. Envisagez également de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, car nous allons publier d'autres histoires incroyables comme celle-ci dans les semaines à venir. D'ici là, à bientôt.